C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, les nouveaux directeurs des organes du service public sont connus. Les membres du gouvernement ont acté hier la décision finale ainsi que des réformes pour les nouveaux musées du Bénin. La vallée de Lomé, puissance agricole, c'est la vision du projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement. Plus de 95 milliards de francs CFA seront injectés sur financement de la BOAD, de la BID et du gouvernement. Et puis, quand l'argent s'invite dans l'expression de l'amour, la Saint-Valentin prend-elle une autre forme? Peut-on la fêter convenablement sans faire recours à sa bourse? Réponse dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On connaît depuis hier les nouveaux directeurs des organes du service public. Le Conseil des ministres a acté leur nomination ainsi que les nouveaux décrets des nouveaux musées du Bénin. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Ce mercredi 12 février 2025, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, il a été essentiellement procédé à la modification des décrets portant création, attribution et composition des comités de préfiguration de la Cité-Musée de Ouidah, du Musée d'art contemporain de Cotonou, du Musée international du Vaudou, du Musée des rois et des Amazones du Dahomey. Au chapitre des communications, un point à retenir. Les missions de maîtrise d'œuvre complète et de contrôle technique d'infrastructures sportives. Il s'agit de la construction du stade départemental de type Omnisport de Parakou, ainsi que de la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. À la suite des 22 stades du même modèle construits dans nos communes, leur réalisation vise à renforcer la disponibilité d'infrastructures modernes et adaptées pour la pratique du sport, tant au niveau amateur que professionnel, par la population en général, les jeunes en particulier. Les ministres concernés par ces travaux prendront les mesures requises en vue de faciliter la mise en œuvre des deux projets. S'agissant des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des enseignements maternels et primaires, directeur de l'enseignement maternel, M. Chelon Pierre Hunkandji, directeur des écoles normales d'instituteurs comme ci-après. Alada, M. Blaise Gaou. Djougou, M. Augustin Gbadessi Monha. Kandi, M. Mamadou Chogoni Ogasaïdou. Au ministère du numérique et de la digitalisation, au terme du processus de sélection conduit par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Directrice générale de la Société de radio et télévision du Bénin, SA, SRTB-SA, Mme Angela Akerebourou Rabatel. Directeur général de l'Office national d'imprimerie et de presse, M. Bertin Soakoudé. Directrice de la télévision nationale, Mme Angela Akerebourou Rabatel, cumulativement avec ses fonctions de directrice générale de la SRTB. Directrice de Bénin TV à l'AFIA, Mme Detonji Djemima Katraye. Directrice de Bénin TV Junior, Mme Inès Garoué Fassia. Directeur de Radio Bénin, M. Gildas Serge Ayaka. Directeur de Radio Bénin à l'AFIA, M. Urbain Sessou. Directrice de KIF FM, Madame Latouan Hermine Akpona. Directeur de Radio Parakou, M. Ogushina Koundé. Directeur de publication du quotidien La Nation, M. Paul Amoussou. Je vous remercie. Les jeunes du bloc républicain présentent au président du parti leurs vœux pour la nouvelle année. Ensemble, ils promettent un nouvel engagement pour impulser leur formation politique. Les temps forts de la cérémonie avec Alain Sochoumain et Benjamin Dinayon. Venus de différentes sections du pays, les jeunes du parti bloc républicain se sont retrouvés au siège national du parti. Ils étaient porteurs d'un message au président de leur formation politique.
Chaque nouvelle année qui se lève est porteuse d'espoir, de promesses et d'avancées. Elle nous appelle à insuffler sens, cohérence et dynamisme à l'horizon qui se déploie devant nous. Très haut camarade, Monsieur le Président, au nom de l'organisation des Jeunes du Bloc républicain, permettez-moi de former pour vous, pour votre famille, pour vos proches et pour tous ceux qui vous sont chers, nos vœux les plus chaleureux et les plus sincères de santé, de succès, de bonheur et de prospérité. Que cette année 2025 occupe la plénitude de nos compétences et de nos capacités, nous permettant ainsi d'accomplir nos missions avec efficacité et de relever avec détermination les défis qui se présentent à nous. Vœux bien reçus par le président du bloc républicain, Abdoulaye Biotane, qui les encourage à plus d'engagement politique au regard des enjeux que représentent les élections générales de 2026. Chers amis de l'OJBR, nous le savons, le chemin que nous avons choisi, le chemin politique, est un chemin exigeant. Il est semé aussi d'embûches. Les défis sont nombreux, mais notre unité et notre détermination les surpasseront toujours. Je le redis, notre unité, et surtout notre unité, nous permettra de faire la différence. En presque 10 ans, nous avons déjà traversé bien des épreuves, et ensemble, nous allons relever celles à venir avec la même force et la même résilience. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à redoubler d'efforts et à vous mobiliser encore davantage. Les prochaines élections générales, celles de 2026, seront un tournant décisif pour notre parti et pour toute la classe politique béninoise. Nous devons nous montrer plus unis encore, plus forts encore et plus engagés que jamais. Les jeunes du Parti Bloc républicain ont pris le pari de la mobilisation générale. Ils veulent continuer à travailler pour que leur parti s'impose comme une force politique majeure dans le pays. Transparency International rend public son rapport de l'indice de perception de la corruption 2024. Le Bénin est classé 69e au plan mondial sur 180 pays. Il se positionne aussi 7e en Afrique avec égalité avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ariane Da Silva et Benjamin Denayon ont tendu le micro à un macroéconomiste. Gérard Soukegbe livre son analyse sur cette avancée. J'analyse cette nouvelle comme une avancée. Ça veut dire que les réformes entreprises par le gouvernement, par l'État béninois pour faire reculer la corruption, ces réformes sont en train de porter leurs fruits. Donc c'est vraiment un résultat à saluer. Les réformes qui permettent de rassurer les différents acteurs qui interviennent dans une économie, il y a par exemple la numérisation ou la digitalisation, parce que c'est le contact qui crée la corruption. Quand il n'y a pas de contact entre les acteurs qui interagissent, vous voyez que donc, du coup, la corruption va reculer. Quand vous prenez la fraude fiscale, aujourd'hui, les gens peuvent payer les impôts en ligne, les taxes et autres en ligne. Ce sont des réformes quand même qui ont permis de ne plus mettre en contact les percepteurs et puis donc les contribuables. Autant de réformes qui ont impacté cette évaluation de la corruption par Transparency International. L'indice de perception de la corruption, quand cet indice s'améliore, cela veut dire que le pays est de plus en plus crédible pour traiter avec les partenaires techniques et financiers qui, du reste, ne supportent pas la corruption. La corruption détruit les relations, détruit la confiance à cause des pots de vin, la fraude, tout ce qui est dessous de table, qui ne peuvent pas être évalués, mais qui augmentent les coûts des opérations. Et donc, quand l'indice là est à notre avantage, on ne peut que saluer ces résultats du point de vue macroéconomique pour notre pays.
Et puis le Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC tient à saluer les avancées significatives réalisées par le Bénin dans ce domaine. Il tient à rendre un hommage appuyé au président de la République dont le leadership visionnaire et la volonté politique ferme ont été déterminants dans les progrès accomplis. Le HCPC réaffirme sa détermination à poursuivre ses efforts pour prévenir et réprimer tout acte de corruption. Il invite l'ensemble des citoyens, des responsables institutionnels et ses partenaires à rester mobilisés et vigilants face à toutes les formes de corruption. Ensemble, nous pouvons continuer à construire une société fondée sur la bonne gouvernance, l'éthique et l'intégrité, a signé ce communiqué le haut-commissaire Jacques Migan. Dans le reste de l'actualité, Jacques Ayadi était en visite d'inspection dans la commune d'Abomey-Calavi. Le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie s'est rendu sur plusieurs sites suite aux plaintes des populations. Il a procédé à une évaluation. Ernest Tétégou et Amandine Anyambosso. Infrastructures non achevées ou dégradées, ouvrages bouclés en attente de mise en service ou encore des problèmes d'assainissement. Ce sont là les motifs qui justifient la descente du ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie à Révier et à Womé. Nous sommes en train de voir un joyau que le gouvernement nous a construit, mais depuis un moment, nous avons constaté que on n'a pas encore inauguré pour que la population puisse commencer par utiliser. Et c'est des moyens qu'on a mis ici. On a retenu de faire un avenant au marché de Soja Satom pour pouvoir prendre en compte les doléances que les populations sont en train de soulever, à savoir l'aménagement des accès à l'ouvrage. Accès côté sud et côté nord. Aujourd'hui, une communication est finalisée. Le FRESA qui a été mis en place l'a été par l'entreprise Porteo pour permettre qu'on puisse commencer par utiliser l'ouvrage en attendant. En dehors de ça et de toutes ces dispositions qui ont été prises et qui sont sur le point d'aboutir, c'est qu'il y a un problème épineux. C'est la sécurisation du trafic sur l'ouvrage. L'AS, dans son état actuel, peut être ouvert à la circulation, à condition que les gros porteurs n'y soient pas autorisés. Donc je vais faire cette proposition au gouvernement pour que dans pas longtemps, nous puissions mettre en service l'ouvrage en attendant que l'entreprise Soja Satom, qui a même réalisé les travaux, puisse revenir ici pour faire les accès. Ici, à Godomé, l'armature de l'échangeur se dégrade à petits coups. Les camions gros porteurs sont incriminés. Ce que j'ai constaté ici, c'est un problème d'incivisme. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que quand on a réalisé cet ouvrage, nous avons fait des portiques de limitation de hauteur, de part et d'autre. Mais on a constaté que les gros porteurs s'organisent pour démanteler ces portiques-là de nuit. Ils démantèlent, on reprend, ils démantèlent, on reprend. Nous ne savons pas encore jusqu'à quel point ils ont endommagé l'ouvrage. Il ne faut pas qu'on soit surpris un matin. Donc nous allons faire l'auscultation pour que nous puissions maîtriser la qualité de nos ouvrages pour prendre des mesures préventives. La détérioration des routes et ouvrages crée d'énormes difficultés aux populations. Des propositions pour la réfection pour soulager leurs peines seront faites sous peu. Après la commune de Calavi, Jacques Ayadi s'est rendu sur l'axe Le Bélier-Ekpé et à Promisreté. Il s'est enquis de l'état de dégradation de la piste cyclable à Ekpé. Il a aussi écouté les populations sur les projets de construction en cours dans la commune. Jacques Ayadi est ici au micro de Ernest Tétégou et Amandine Anyambosso. Nous sommes à Promisreté où les autorités locales ont lancé un cri de cœur. Elles se sont exprimées de façon à faire croire qu'il y a un problème de conception du projet et qu'on n'a pas tenu compte des riverains dans l'assainissement de la route. Ça a été l'occasion pour la commune, pour ses autorités, d'avoir des éléments de justification
Et c'est l'objectif même du président de la République en mettant en place le collège des ministres conseillers. On fait des routes, mais il faut être également à l'écoute des populations pour voir leur appréhension, leurs préoccupations et leurs doléances par rapport à ces infrastructures. Ils ont posé un problème. Le problème est pris en compte dans le projet. Donc à partir de cet instant, nous sommes compris qu'en réalité, il n'y avait pas de problème. Maintenant, par rapport au pays cyclable au niveau de la RN1 entre Sékandi et le carrefour PK18, les populations se plaignent. Il y a trop de grogne. Et nous sommes venus voir. Et on a constaté effectivement que ces populations ont raison, que les pistes cyclables sont dans un état qui n'est pas appréciable. Je n'ai pas voulu faire la grande annonce au niveau de ce qui est prévu pour être réalisé, mais on ne va pas attendre ça. Les pouvoirs que le président nous a donnés, on va utiliser un peu ces pouvoirs-là pour essayer de faire des interventions rapides et provisoires pour soulager les peines des populations en attendant que la réhabilitation en bonne et due forme qui est en préparation puisse démarrer dans les semaines, mois à venir. Je vous le disais en titre, le projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé est officiellement lancé. C'est un projet d'envergure qui vise à faire de cette vallée une puissance agricole dynamique et compétitive. La BOAD, la BID et le gouvernement béninois financent le projet. Les précisions avec Gilles Dansou et Jules Akoïko. La vallée de l'Ouémé, une vallée aux potentialités immenses. Elle fait partie des plus riches au monde, un pôle de développement attrayant. Elle bénéficie du projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement. 3 communes bénéficient de ce projet. La commune des Aguégués, celle de Dambo et celle d'Adiou. Il s'agit d'un projet innovant et prometteur de richesse pour la basse et la moyenne vallée de l'Ouémé, visant à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations cibles. Les partenaires techniques et financiers apportent un soutien de taille à la réalisation de ce projet. La BOAD a apporté, comme il était indiqué tout à l'heure, un montant de 28 milliards correspondant à 30% du coût total du projet. Et cet engagement porte à 278 milliards le cumul des interventions de la BOAD dans le secteur agricole au Bénin. La contribution de la Banque islamique de développement, qui, comme l'ont rappelé tout à l'heure le coordonnateur et Madame la représentante de la BOAD, s'élève à 100 millions d'euros, soit autour de 66 milliards de francs CFA. Le gouvernement vient ainsi de mettre en marche un véritable outil de développement. La vallée de l'Ouémé quitte Taneka Koko jusqu'à Dambo. Ce n'est pas un projet générique. Il est très spécifique. C'est un projet de gros investissements structurants. D'abord, pour maîtriser l'eau sur 2155 hectares, afin qu'on puisse produire en toute saison pour doper notre économie. Ce que ce projet va encore faire de façon sérieuse et sensible, c'est le désenclavement. Un projet de 95 milliards de francs CFA et le ministre en appelle à un contrôle citoyen régulier et objectif. La Fondation Malem Hodsso a récemment effectué une tournée de sensibilisation de la communauté musulmane de la Liborie et du Borgou. Elle a abordé les mesures à adopter pour rester à l'abri de l'insécurité grandissante à laquelle les populations sont exposées dans le Nord Bénin et dans le monde de façon générale. Les détails avec Fifa Messalomé Atariji Okune. Meurtre, viol, violence en tout genre. Les atrocités se multiplient chaque jour à travers le monde, rendant la confiance en autrui de plus en plus fragile. Qui est capable de quoi? Difficile de le savoir. Les criminels n'ont pas de race ni de couleur. Si on parle des terroristes, ce n'est pas des musulmans. Non,
ce ne sont pas des musulmans, c'est des gens qui n'ont rien à faire et on les recrute. On parle des terroristes. Les gens que vous voyez sur les vidéos, c'est des jeunes. Et on leur dit, viens travailler chez nous, viens travailler dans une société. C'est comme ça qu'on fait pour les recruter, pour aller commettre des crimes ailleurs. Arrivé là-bas, on vous apprend à manier les armes. Dans un contexte marqué par une insécurité grandissante, la Fondation Maleh Hossou prend l'initiative de sensibiliser la communauté béninoise et plus particulièrement les fidèles musulmans aux précautions à adopter pour se protéger. Si le risque zéro n'existe pas, la vigilance et la prévention restent essentielles. La Fondation demande aux fidèles musulmans, en particulier les parents des enfants, de ne plus accepter que leurs enfants voyagent sans avoir une idée précise de leur destination, notamment dans les voyages, surtout à l'étranger. À travers cette campagne, la Fondation Maleh Hossou invite les fidèles musulmans à signaler aux autorités locales toute personne suspecte dans leur entourage. Une attention particulière est portée aux individus étrangers, à la communauté et dont le comportement semble inhabituel. On a vu la personne, on ne la connaît pas. Où est-ce qu'il a quitté, il est qui? Donc, c'est des choses à signaler à qui? Aux autorités. Si la jeunesse ne trouve pas de travail, on peut l'acheter facilement. Projet Azoli, les jeunes qui n'ont pas de quoi faire, ils vont là-bas donner leur nom. 95 arrondissements des départements de la Liborie et du Borgou sont sillonnés. Le message de la Fondation est clair. Restez calme, mais toujours prudent tout en gardant la foi. Dans cette optique, des copies du Coran sont distribuées dans chaque mosquée visitée, renforçant ainsi le lien entre spiritualité et vigilance citoyenne. Parlons maintenant de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Peut-on la fêter sans argent? En tout cas, la célébration fait naître un marché saisonnier bénéfique pour divers acteurs en termes de volume de vente et de chiffre d'affaires. L'amour tel qu'il est célébré aujourd'hui impacte-t-il l'économie? Alessandra Jotan aborde le sujet dans ce reportage. Une prédominance de rouge sur les étalages. C'est la couleur de l'amour et bon nombre à l'image de Nouriat s'apprête à le célébrer. Elle a effectué le déplacement ce matin pour l'achat du cadeau à offrir à son bien-aimé. Les petites attentions font les grandes relations et tout. Donc, il faut offrir un cadeau et tout pour prouver à l'autre qu'il compte beaucoup. Des peluches, du chocolat, des coffrets de parfums et d'autres accessoires glamour sont entre autres articles qui, habituellement, garnissent les étalages à quelques jours du 14 février. C'est la demande des clients. Quand ils viennent vers nous, ils demandent « vous avez ci, vous avez ça ». Tout le monde n'a pas le même goût. Chacun sait ce qui convient à son conjoint. C'est un truc vraiment spécial. Les petits cadeaux, c'est essentiel et c'est... Comment dire, ça marque en fait. Je vais faire la fête avec elle, je vais l'emmener peut-être dans un restaurant ou quelque part quoi. Après le côté sexuel, il y a le côté financier, commercial. Les hommes, les garçons font des dépenses inutiles, alors que en réalité on pouvait prier pour que l'origine de la Saint-Valentin soit plutôt religieuse que festive ou... C'est évident, la fête de l'amour est diversement perçue aujourd'hui, les choses ayant assez bien évolué ces dernières années. En dehors des commerçants, les restaurants et hôtels se font aussi de l'argent à l'occasion de la Saint-Valentin, rivalisant d'ardeur et proposant des offres alléchantes. Dîner de gala qui aura lieu le 14 à partir de 19h jusqu'à 1h. On peut fêter la Saint-Valentin entre les frères aussi, puisqu'ils ont dit que la Saint-Valentin c'est une fête d'amour en fait. Donc il y a différents types d'amour. Il faut avoir une attention particulière donc, à tout ce qu'il y a autour de soi. Donc il faut inclure dans la célébration pour ma part du 14 février tout ce qui est lié donc, à l'amour. Nous constatons également des gens qui s'habillent en rouge. Comme si ils sont sur d'autres planètes. Dans les boutiques de prêt-à-porter, les ventes de lingerie
et tenues glamour se multiplient en cette veille de Saint-Valentin. Tout augure de ce que la fête sera belle. Les rois de la communauté Lokpa œuvrent pour la reconnaissance et la valorisation de leur patrimoine. Ils ont organisé une séance de concertation pour débattre de plusieurs sujets, dont celui relatif à la réforme de la chefferie traditionnelle. Le point avec Jean-Claude James. 34 rois et des assistants ont participé aux échanges. Ces gardiens de la tradition sont restés fidèles à l'ordre du jour. Appel à l'unité des têtes couronnées, exhortation à la mobilisation des filles et fils pour la promotion de la culture Lokpa et appréciation de la réforme de la chefferie traditionnelle au Bénin, un sujet très actuel. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous saluons votre engagement constant en faveur du respect et de la promotion des chefferies traditionnelles au Bénin. La récente loi sur la reconnaissance des chefferies traditionnelles est un grand pas en avant pour le pays. Cependant, nous portons aujourd'hui une requête légitime, celle de voir la chefferie Lokpa pleinement reconnue dans toutes ses dimensions, dans les mécanismes officiels de reconnaissance, de valorisation des chefferies du Bénin. Une rencontre de 24 heures clôturée par la mise en place d'un bureau des rois de l'ère culturelle Lokpa. Sa Majesté Adamou Bintoufei est le président de ce creuset de 19 membres chargé de porter la voix de cette communauté. Depuis 2016, la vision du chef de l'État prend corps dans plusieurs secteurs. Dans le domaine des sports, par exemple, des stades aux normes internationales permettent à la jeunesse de s'épanouir. Suivant ce reportage de Ricardo Loïc-Pekou à ce propos. Des pelouses couvertes de gazon synthétique, des lignes bien tracées, une infrastructure qui révèle tout simplement le génie béninois. Dans la belle commune de Djougou, connue pour l'entrain des jeunes au sport, une infrastructure à nul autre pareil. Banikwara, Bembereke, Kouandé, des villes du nord du Bénin reçoivent également de belles pelouses. Dans cette commune qui fait frontière avec le Niger, la ville de Malanville peut désormais se réjouir d'abriter aussi un stade omnisport qui va voir défiler sur ses installations construites, selon les normes internationales, des jeunes très enthousiastes. Que dire alors de Niki ou encore de la belle ville touristique de Tanguieta qui nous offre un si beau paysage couvert de collines? D'une cité historique à une autre, la belle et historique ville d'Abomey reçoit en plein cœur un joyau très apprécié. À quelques kilomètres, Kové, la terre de Zéché déjà auréolée d'infrastructures routières comme cette belle voie bien tracée traversant Banamé, reçoit aussi un stade aux normes internationales. Tofo, Savalou et Ouessé peuvent aussi se réjouir et jubiler. Les stades d'Aplahoué, de Commun, de Diakotomé, de Dobo et de Grand Popo vont abriter désormais des compétitions. À Djoum, Avran, Kouketou, Ouida et Pobé reçoivent aussi des aires de jeu si bien construites. Le drapeau béninois va davantage flotter au cours des grands rendez-vous sportifs internationaux. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas voir l'importance de ce que le chef de l'État a fait. Ça fait grandir la commune et ça nous permet de développer plusieurs activités sportives. Hors du Bénin, en Côte d'Ivoire, les troupes françaises partent le 20 février prochain. Les préparatifs du retrait vont bon train. On évoque également les relations entre la Russie et les États-Unis. La compilation est signée Alessandra Dioton. Tout se met en place pour le départ de l'armée française de la Côte d'Ivoire. Dans le camp militaire de Port-Boué, près d'Abidjan, une dizaine de soldats ivoiriens débriefent leur séance de tir couché avec leurs homologues français. À quelques jours de la rétrocession officielle de la base à la Côte d'Ivoire, les deux armées assurent avancer main dans la main. On est sur une séquence symbolique très très forte de rétrocession du camp de Port-Boué aux armées ivoiriennes.
sur un processus qui est concerté et qui a été travaillé de longue date. Ça fait des mois qu'on travaille sur ce projet. Le 20 février, le camp sera officiellement rétrocédé par la France à la Côte d'Ivoire lors d'une cérémonie en présence des ministres de la Défense des deux pays. L'hôpital de Bukavu en RDC prête à faire face à un afflux de malades dû au conflit. Citation, « Nous sommes préparés pour que, en cas d'afflux de malades, notre hôpital soit en mesure de les prendre en charge. » Fin de citation, affirme Yvette Kouli, un médecin à l'hôpital provincial de Bukavu, capitale du Sud Kivu, où les combats entamés dans la province voisine du Nord Kivu se rapprochent. Des tirs et des détonations d'armes lourdes ont été entendus dans une localité située à 70 km de Bukavu. Moscou libère Marc Fogel, un ressortissant américain détenu en Russie depuis 2021. Donald Trump dit espérer que cet acte de la Russie pourra signaler le début d'une relation entre Washington et Moscou afin de mettre fin à la guerre en Ukraine. L'ONU accuse le régime bangladais déchu d'être responsable de possibles crimes contre l'humanité lors de la répression du mouvement de protestation de l'été 2024, au cours duquel jusqu'à 1400 personnes auraient été tuées. Le test souligne que la grande majorité des personnes tuées ont été abattues par les forces de sécurité et que 12% à 13% étaient des enfants. Le Haut-Commissariat accuse l'ancien gouvernement, les services de sécurité et de renseignement du Bangladesh, ainsi que des éléments violents associés au parti de l'ex-première ministre Sheikh Hasina de graves violations des droits humains. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.